Le gouvernement ne répond pas, il négocie en catimini avec l'Union européenne sur un bien qui a été construit uniquement par le peuple, les usagers, et qui est issu du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire des gens qui ont connu les camps de concentration, qui ont connu la barbarie nazie et comment le capitalisme a favorisé cette barbarie-là, et qu'on dit au sortir de la guerre, il nous faut des outils industriels qui appartiennent au peuple, qui échappent à la spéculation et qui répondent à l'intérêt général du peuple et de la nation. C'est pour ça qu'on est là, on est des petits-enfants, nous, de Marcel Paul, du service public, et il est hors de question, effectivement, qu'on laisse brader nos entreprises à des consortiums privés, à des fonds de pension privés, qui vont, entre guillemets, transformer l'énergie, qui est un bien fondamental, en marchandise, et transformer, comme malheureusement c'est déjà le cas, des usagers en clients. Donc juste pour qu'on explique bien ce qui se passe chez nous, nos entreprises, donc nous on a eu l'ouverture des marchés en 2004. Puis effectivement la fusion GDF-Suez en 2007 avec l'ouverture à la concurrence des marchés. Ce qui se passe, c'est très clair. Les conséquences de la privatisation, en 14 ans ou 15 ans de privatisation, et qui va s'accélérer, c'est la fin du service public si ces deux projets-là ils passent, c'est 80% d'augmentation des prix du gaz pour tous les usagers en France et 35% d'augmentation du prix de l'électricité pour tous les foyers français. Et aujourd'hui, on a des compatriotes, nos frères, qui habitent dans les quartiers, dans les campagnes, qui sont les plus exposés. Et il y a 13 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire que quand mes collègues gaziers ou électriciens ils vont dans ces foyers-là, ils voient des enfants de 12 ans, de 10 ans, de 5 ans, qui sont avec des pulls en plein hiver et qui ne peuvent pas se chauffer. Ça, c'est une vraie violence et ça, on ne peut pas l'accepter en tant qu'entreprise du service public. C'est pour ça qu'il y a plein de camarades, aujourd'hui, dans les mouvements, à Noël, dans le 93, il n'y a pas si longtemps, qui ont rebasculé des quartiers entiers en heure creuse, qui vont remettre l'électricité chez les gens que les directions et que le gouvernement ont donné et ont obligé à couper, parce que nous, on estime que notre devoir d'agent du service public, c'est d'amener l'électricité et le gaz dans tous les foyers français, quelle que soit votre classe sociale, votre origine, votre religion ou pas, c'est notre devoir. Le service public n'a jamais fait le choix entre les citoyens français. C'est un formidable outil de cohésion, de solidarité. Et dans ce monde-là, on essaie de nous opposer, on nous montre les musulmans, on nous montre les pauvres, on nous montre les étrangers, on nous montre effectivement les chômeurs comme des ennemis. Nous, on va prouver qu'en tant qu'agent de la RATP, quand on fait monter des gens dans un bus, on emmène tout le monde du point A au point B, on ne regarde pas qui monte dans le bus. Quand on est machiniste à la SNCF, les trains sont ouverts à toutes et à tous, avec jusqu'à présent, avant qu'ils cassent tout, des prix qui permettaient à un maximum de Françaises et de Français d'utiliser ces transports-là. La santé, c'est exactement le même problème. On doit pouvoir accéder à se faire soigner partout, quelles soient nos origines, quel que soit notre revenu. C'est ça les services publics. Et il faut même aller plus loin, les camarades. Il faut arrêter d'être sur la défensive. Qu'est-ce qu'elles ont fait, nos camarades caissières de toutes les grandes surfaces pendant toute la pandémie? Elles ont été comme nous en première ligne, mais elles font partie d'un service privé aujourd'hui, ou de CICE, c'est-à-dire notre argent à nous, finance des grands groupes comme Carrefour, comme Auchan qui licencient aujourd'hui. Donc il faut aussi que ces biens-là soient nationalisés, bouffés aujourd'hui. Ça ne doit pas être un luxe, c'est un droit, comme se soigner, comme la culture, comme effectivement l'énergie, comme tous ces services qui sont indispensables et qui ont prouvé leur efficacité depuis maintenant plus de 70 ans. Donc ils veulent tout découper, ils veulent aujourd'hui découper la production, le transport, la distribution et effectivement la commercialisation de l'électricité. Les conséquences, c'est quoi? Je vais juste vous les expliquer rapidement. Là, nous sommes en hiver, il fait relativement doux aujourd'hui. Si demain, dans 2 semaines, 3 semaines, les températures descendent sous zéro, qu'est-ce qui va se passer? Les copains du nucléaire, effectivement, la production nucléaire ne pourra pas répondre suffisamment quand il y a des coups de froid. C'est donc les copains des barrages hydrauliques qui viennent suppléer et qui viennent amener du kilowattheure au service public, par des agents du service public, à tous les Françaises et les Français. Aujourd'hui, dans le plan Hercule, par exemple, ils veulent livrer les barrages au privé. Ça veut dire que demain, des fonds de pension auront la maîtrise des barrages privés et que quand la nation aura besoin d'électricité dans une région entière ou sur la France, le propriétaire privé capitaliste du barrage, il dira combien tu me payes le kilowattheure pour que j'accepte de te le donner. Et évidemment, les prix vont flamber. Donc soit on ne pourra pas le payer, auquel cas il y aura des délestages et les usagers vont se retrouver dans le noir de façon massive, soit ils le paieront mais ils vont le retrouver sur leur facture au bout du compte avec des flambées. Et les 80% dont je parlais tout à l'heure et les 35%, ça sera que de la littérature par rapport à ce qui se passera demain. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Ici, il y a beaucoup effectivement de copains de la distribution également, gaz et élec. Ces copains-là aujourd'hui, c'est ces gens-là qui vont remettre l'électricité chez les plus pauvres. C'est ces gens-là qui, de façon masquée, vont effectivement, contre l'avis des hiérarchiques, en prenant des risques pour leur carrière, remettre l'électricité chez les plus pauvres, rebasculer en heure creuse. Et ces gens-là aujourd'hui, et avec des sous-traitants, on leur demande de couper avant les trêves hivernales, après les trêves hivernales où on fait la chasse aux pauvres. Je vais juste vous donner un chiffre. C'est pas les chiffres CGT, ça. C'est les chiffres du médiateur de l'énergie. Le dernier rapport du médiateur de l'énergie. Le médiateur, il n'est pas syndiqué CGT, il n'est pas mandaté par la CGT, il est nommé par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il dit, le médiateur de l'énergie? Il dit que cette année, enfin sur l'année 2019,
Il y a eu le record historique de coupures. On est monté à 672 000 coupures non-paiement. 672 000 coupures non-paiement en France, qui correspond à une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Et qu'est-ce qu'il préconise dans son rapport, hein, c'est pas un rapport CGT, lisez-le. Il préconise dans son rapport qu'on garde un opérateur universel qui puisse, le cas échéant, amener de l'électricité et du gaz dans les foyers où les privés voudront pas le mettre parce que ça rapportera pas. Mais c'est ce qu'on est. Pourquoi changer un truc qui passe? Nous, on n'a jamais regardé ça. On s'en fout de faire du fric. En plus, on a vu une entreprise intégrée qui effectivement était à l'équilibre financier parce qu'effectivement le nucléaire coûte très cher, l'investissement sur le réseau coûte très cher. Mais quand vous payez votre facture, cet argent-là, il va et s'éteint tout. Si aujourd'hui, demain, on découpe toutes ces entreprises-là, il n'y aura plus aucune cohérence. Je l'annonce aux Françaises et aux Français. Il y a eu la tempête dans la vallée de la Roya il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des copains d'Enedis ici. Les copains d'Enedis, de toute façon une partie de la France, ont été appelés en renfort pour aller remettre l'électricité et les poteaux qui étaient tombés. Parce qu'on est entreprise publique. Si demain on a la découpe, si demain à Paris c'est Bouygues qui tient, si c'est Total qui tient à gauche, elle est où la synergie? Elle est où le fait qu'on pourra aider nos concitoyens? On est fiers de ça. On ne veut pas devenir des vendeurs. On ne vend pas des bonbons et des cacahuètes. Nous, on est agents du service public comme les copains de la RATP, comme les copains de la SNCF. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et mais on l'a pas connu, nous on n'a pas connu Marcel Paul, on l'a pas connu. Mais les anciens nous ont transmis. Ils nous ont dit, voilà jeune, où tu mets les pieds ici, voilà ce que c'est que cette entreprise. Une entreprise qui socialement était une réussite, industriellement une réussite et qui était reconnue par l'intégralité de la nation. On ne veut pas devenir des vendeurs de cacahuètes ou de simples serviteurs du capital. On est agents du service public comme les hospitaliers, comme les agents de la culture, comme les copains de la RATP, comme les copains de la SNCF. Et on veut effectivement, notre fierté, c'est quand on rentre le soir dans nos familles, c'est de se dire on a pu amener l'électricité et le gaz chez les agents. Et juste une dernière chose, on n'est pas des nantis. Les gens du service public ne sont pas des nantis. Les bases salariales des gens que vous avez autour de moi, qui ont le chasuble, le gaz ou le bleu de travail, c'est des bases de 1300 balles par mois. C'est ces gens-là qui sont été en première ligne pendant le Covid au mois de mars. Ces gens-là où dans nos boîtes à l'époque on nous cassait pas les couilles avec des masques, on n'en avait pas des masques. Et eux ils ont été sur le réseau. Ils ont pris des risques pour leur santé, ils ont pris des risques effectivement avec des fluides qui ne sont pas toujours effectivement anodins. On l'a vu récemment à Paris avec l'explosion de rue de Trévise. On ne vend pas encore du caramel et des cacahuètes. On a besoin d'un degré de sécurité optimal. Et ce qu'on dit aux Françaises et aux Français aujourd'hui, il n'y a pas de service public de haut niveau sans des statuts de haut niveau. Regardez ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Quand on passe par effectivement des gens qui sous-traitent, le service il n'est pas là. Il n'y a pas de service public, c'est pas vrai. Donc effectivement, l'argent c'est pas nous qui le volons. Dans les 10 dernières années, depuis la privatisation, il y a 66 milliards d'euros qui ont été volés dans les caisses d'EDF et de Gaz de France, Engie, devenu Engie, par les actionnaires privés. C'est eux les voleurs, c'est eux les responsables. Comme quand les copains de Monoprix se battent. Qui c'est qui fait marcher les Monoprix? Qui c'est qui était en première ligne pendant la pandémie? C'est les caissières, c'est les agents de sécu, c'est ceux qui nettoient, c'est ceux qui sont effectivement dans les rayons. C'est eux qui font vivre. Et en plus, je vais vous dire une chose, on n'a pas besoin d'eux. Regardez ce qui s'est passé à Renault, bordel. On nous disait, Carlos Ghosn, le Mozart de la finance, il s'est barré comme un voleur à 22 millions d'euros dans une malle au Liban. Est-ce que les usines Renault se sont arrêtées? Non, parce que qui fait tourner les usines? Ce sont les travailleuses et les travailleurs. C'est nous qui sommes indispensables. C'est pas eux. Donc aujourd'hui, je l'annonce à tout le monde. On en reçoit, on fait tout de recevoir des messages. Partout dans le nucléaire, les copains, ils ont mis des tranches complètes à l'arrêt. Les centrales hydrauliques sont bloquées. Il y a des agences complètes qui sont bloquées. Il y a des prises de réseau un peu partout. Et alors je le dis, on n'a pas plaisir des fois à couper. On n'a pas plaisir à dire, mais s'il faut se priver d'électricité et de gaz pendant 2, 3, 4 jours pour sauver l'avenir de nos mômes, on n'a pas le droit de leur laisser cet avenir-là. Nous, on est arrivés dans un monde, j'ai 45 ans, j'avais de l'espoir. Quand moi j'étais petit, on avait vu nos parents qui étaient issus effectivement du baby-boom, qui ont pu évoluer, qui n'avaient pas fait beaucoup d'études et qui ont pu s'évoluer. Aujourd'hui, c'est terminé. On a nos enfants, on sait que nos enfants vont vivre moins bien que nous. On a des agents, nous, dans le service public, qui savent qu'au début du mois, leur paye ne suffira pas à assurer ça. Et c'est notamment les femmes isolées qui sont les premières victimes de ça. Donc on va se battre tous ensemble. On ne relâchera jamais rien. Le peuple, c'est nous. L'honneur, c'est nous. On est là, on est tous ensemble et on arrivera à gagner tous ensemble. Merci. Bon, nous, on est de la CGT RATP. Si on est là en soutien aux camarades d'EDF et de GRDF, c'est pour les mêmes raisons qu'eux. Aujourd'hui, on découpe en rondelles EDF et tout ce qui est énergie, service public énergie. On est en train de découper également les PIC RATP, service public de transport de l'Île-de-France, de Paris et de la Petite Couronne.
Il est évident que si on est là, c'est pas par hasard. Et ce matin, nous étions au dépôt de Belliard. Les potes d'EDF sont venus nous soutenir. C'est pas par hasard non plus. Le programme est le même, c'est le démantèlement du service public, ce qui assure l'égalité d'accès aux services pour tous, quels que soient les moyens, c'est le service public. Et c'est pour ça qu'on est en train de se mobiliser et qu'il faut continuer. Cette journée est une première journée de convergence. Il va falloir remettre le couvert tous les mois à venir et les années à venir pour renverser la table et obtenir ce qu'attend le peuple d'un État démocratique et souverain, à savoir l'assurance et la distribution des services publics par les agences publiques et non pas par des intérêts privés. Tu l'as dit mon camarade, EDF a fait détourner plus de 60 milliards dans les poches des actionnaires, c'est une honte. Et c'est comme ça qu'on défait les savoir-faire, c'est comme ça qu'on détruit l'égalité d'accès aux services publics et c'est comme ça qu'on détruit nos métiers et nos savoir-faire. Aujourd'hui, la précarité gagne du terrain depuis de nombreuses années. Elle est aujourd'hui en train d'atteindre les entreprises encore publiques. La RATP, depuis quelques années, fait le forcing pour embaucher des intérimaires, des CDD, etc., etc. C'est inadmissible. Nous n'accepterons rien à la RATP. Nous sommes mobilisés contre la loi d'organisation des mobilités depuis qu'elle a été mise sur le tapis au Sénat début 2018 et nous nous mobilisons pour dénoncer ces lois scélérates et nous nous mobilisons dans l'intérêt du public. Nous sommes là pour le public, nous ne sommes pas là pour... comment dirais-je, pour... putain, tu parles de quoi, toi? On n'est pas là pour abreuver les portefeuilles, on est là pour abreuver le peuple. Et il n'y a pas d'autre solution que de faire celle-là. J'appelle et nous appelons à faire en sorte que la CGT se mobilise autour de ces aspects, que ce soit l'énergie, que ce soit les transports, que ce soit les services hospitaliers, l'éducation nationale. Tous les grands services publics doivent retrouver le terrain des luttes, doivent retrouver le terrain de la conquête sociale. Il n'y a que comme ça que nous y arriverons. Je ne vais pas plus loin. Merci à vous mes camarades et vive la convergence des luttes. Je voulais vous saluer parce qu'il faut bien considérer une chose, c'est que cette mobilisation n'aurait pas lieu. Aujourd'hui, on aurait déjà l'application de cette réforme. C'est aussi une victoire. Cette réforme, elle n'a pas juste cédé parce qu'il y a le Covid et qu'ils ont renvoyé à plus tard, je vais y venir, son application. C'est aussi parce qu'il y a eu cette mobilisation. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez d'Emmanuel Macron le 12 mars dernier. C'était son premier discours après la première vague épidémique. Et Emmanuel Macron, tout d'un coup, avait eu l'air de vacciner et d'être vacciné contre le néolibéralisme, expliquait que l'État-providence, finalement, c'était pas mal, que le marché pouvait pas tout, etc., etc. Plusieurs mois après, on s'aperçoit une chose. Ils souhaitent utiliser ce que j'espère être leurs 17 derniers mois au pouvoir pour appliquer jusqu'au bout leur programme. Et leur programme, il est très clair. C'est toujours de faire en sorte de casser les services publics. C'est toujours de faire en sorte de continuer à déréguler. C'est toujours de faire en sorte d'appliquer ce qu'ils appellent une politique de la compétitivité et de l'offre. C'est toujours de faire en sorte d'appliquer les dictates de Bruxelles et de l'Union européenne. Ils ont maintenant 17 mois. Ils ont un pays qui est à reconstruire. 10 millions de pauvres dans ce pays. Une vague épidémique qui n'est pas finie. Et pourtant, ils annoncent avant qu'ils vont l'utiliser pour faire passer la réforme des retraites. Ils annoncent à l'avance qu'ils vont l'utiliser pour espérer privatiser EDF. C'est ça leur objectif. Leur objectif, c'est pas seulement un choix idéologique. Aujourd'hui, on sort avec Sabine Rubin, qui est avec moi ici, du plan de loi de finances 2021. Qu'est-ce qu'on constate qu'ils ont refusé dans le plan de loi de finances, qui pourtant avait été proposé, y compris par le Sénat, qui est à majorité à droite. Ils ont refusé
taxer les assurances qui s'en sont mis plein les fouilles pendant la crise épidémique. Ils ont refusé d'imposer une fiscalité aux GAFA. Ils ont refusé de taxer le e-commerce. Ils ont refusé la moindre condition, par exemple, sur le crédit impôt recherche, qui fait que des entreprises comme Sanofi font des bénéfices comme jamais ils ont eu, tout en supprimant des emplois. Et ben moi je vous dis, s'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent faire en sorte que leurs copains s'en mettent plein les fouilles. C'est pas seulement un choix idéologique, c'est le fait que les actionnaires soient gavés comme jamais, parce que leur seule vision de la société, c'est les taux de profit. Et c'est exactement ce qui se passe avec le projet Hercule. Pourquoi ils veulent faire en sorte, comme toujours, de socialiser les déficits et de privatiser les bénéfices? Parce que c'est ça la dissociation d'Hercule que subirait EDF. Parce que ça permet effectivement d'alimenter la rente. Voilà ce qu'ils veulent faire, voilà ce qui est toujours leur projet. Les 12 méfaits d'Hercule, les 12 arnaques d'Hercule, il faut absolument l'éviter. Et je dirais que, en conclusion, ils y vont fort de café quand même, l'espèce de Père Noël politicien qui nous annonce un référendum pour, dit-il, défendre le climat et de l'environnement. Et on sait que là, le projet Hercule, ils veulent le mettre dans la loi sur le climat. Alors il faudra m'expliquer comment on fera une bifurcation écologique s'il n'y a plus un outil du bien public de l'énergie. Si on cède toute l'énergie au court-termisme des privés, qui est évidemment contradictoire avec la question de l'environnement et du climat. Voilà leur projet. Ils ont fait la même chose avec Alstom. Ils ont laissé brader Alstom. Aujourd'hui, General Electric est bradé usine après usine sur des composantes pourtant indispensables. Par exemple, avec les disjoncteurs que fabriquent les camarades de General Electric de Villeurbanne. C'est le même avenir qu'ils veulent par rapport au EDF. Ces gens-là sont des traîtres à la patrie. Ces gens-là sont des traîtres à la nation. Ces gens-là sont des traîtres à l'intérêt général. Ils sont vendus à une seule cause, celle du capitalisme financiarisé. Il faut se mobiliser contre eux plus que jamais. Ce matin, j'étais en effet avec Eric en train de défendre contre ce budget qui a été voté. Et ce que ça m'évoque, face au mépris, face à l'indifférence des collègues En Marche, cette idée qui m'évoque, c'est qu'ils viennent vous écouter, qu'ils viennent vous entendre, enfin, qu'ils viennent entendre cette réalité. Eux qui se disent les représentants du peuple, mais de quoi parlent-ils? De quoi parlent-ils? Dans quelle bulle ils sont? Comment ne voient-ils pas la réalité que vous exposez si clairement, si nettement? C'est la seule chose dont je peux témoigner. C'est incroyable, parce qu'en plus de ça, de démanteler le service public, c'est devenu une démocratie, mais de pantin, de pantin. Et vraiment, c'est pas tant moi qui devrais être là, que eux pour qu'ils vous entendent. Et je vous félicite, et en tout cas, je ferai tout mon possible pour être à côté de vous pendant cette lutte, et de la relayer aussi à l'Assemblée, comme je tente de le faire pour l'éducation nationale plus spécifiquement. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous, chers camarades. Je vais faire très court puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je me rappelle, il y avait EDF, GDF, il y a très longtemps. C'était deux entreprises publiques qui avaient un monopole. C'était deux entreprises intégrées, tu l'as dit tout à l'heure, de la production jusqu'à la commercialisation, le transport et la distribution. Et ça marchait. C'était la souveraineté de la France, l'indépendance de la France, le patrimoine commun. Et puis il y a 30 ans, les libéraux ont inventé une chose, ils ont dit tout doit être marché, y compris l'énergie. Et ils ont inventé de toutes pièces des acteurs alternatifs. Et de toutes pièces, parce que ça ne suffisait pas, ils ont créé des choses, comment dire, ubuesques, comme la reine, dont on a été nombreux et nombreux à dénoncer ça. C'est comme si, à l'époque, on aurait dit à Renault, produisez et vendez un quart de votre production à Peugeot pour qu'ils les vendent et qu'ils vous concurrencent sur le marché. C'est ça qu'on a fait avec la reine et la production nucléaire d'EDF. Et on nous a dit, il y a 10 ans, dans 10 ans, ça permettra que les acteurs alternatifs aient leurs propres moyens de production, et avec ça, ça permettra la baisse des prix. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Les acteurs alternatifs n'ont jamais investi pour produire, et tout est parti dans les dividendes. Les conditions des travail des salariés s'est dégradé.
Vous êtes devenus des variables d'ajustement, plan après plan de restructuration, et le prix a augmenté, plus 70% pour le gaz, plus 35% pour l'électricité. Parce que l'énergie, c'est pas un marché, ça peut pas être ouvert à la concurrence, c'est un bien commun. Nous n'avons que un interrupteur pour allumer, on peut pas en avoir deux et on peut pas choisir, il y en a un. Et donc, il y a 15 ans, ils ont commencé à l'ouverture au capital d'EDF-GDF. Et rappelez-vous, c'était Nicolas Sarkozy qui était alors ministre de l'économie. Il avait dit « Jamais on privatisera EDF-GDF ». Et bien ils ont mis 15 ans à dépecer GDF qui est devenu Engie. Et d'ailleurs le plan Canadieux, dont il faudrait aussi parler, c'est la même chose que le projet Hercule. C'est scinder l'entreprise en deux pour au final continuer à le vendre aux intérêts financiers et notamment à l'entreprise Total. Et maintenant, ils s'attaquent à EDF, même dans la main avec la Commission européenne, dont il ne faut pas dire que c'est un ovni. À la Commission européenne aussi, il y a des hommes et des femmes qui font des choix. Ils ont été élus, ils ont été nommés par les gouvernements. C'est un plan de déstructuration des entreprises pour livrer l'ensemble des entreprises publiques au capital financier. Voilà la réalité. Et à partir de là, hier, Barbara Pompili nous a encore répondu à une question d'actualité. On ne veut pas désintégrer EDF, mais c'est bien ça le plan Hercule. Parce que lorsqu'il y aura le bleu, le vert et le azur, et que le vert où il y a Enedis, la commercialisation et l'ensemble de ce qu'on appelle les choses rentables, Enedis c'est 600 millions de dividendes chaque année qui reviennent à EDF. Mais ces 600 millions-là, ils n'iront pas pour aller sécuriser le nucléaire, ils iront dans la poche des dividendes des actionnaires privés. Et après on nous dira, mais dans EDF bleu, on n'y arrive plus, regardez la dette, ça ne marche plus, donc il faudra aussi, d'ici 10 ans, vendre nos centrales nucléaires. Donc le projet, il est global, il est préparé depuis longtemps, gouvernement après gouvernement, et ils ont décidé de tout livrer au marché financier, comme ils l'ont fait à l'époque avec France Télécom, comme ils l'ont fait avec les camarades de la SNCF, comme ils l'ont fait à la Poste, et avec l'ensemble des services publics. Donc votre lutte, je vous le dis, elle est d'intérêt général, parce que, évidemment, il y a les salariés, les 100 000 salariés, et tu as raison de le redire, c'est des petits salaires comme les cheminots, dont on a accusé et montré du doigt pendant la grève de 2018, en leur disant que eux, les cheminots, ça serait des privilégiés, mais quand lorsqu'on nous gagne, ou on embauche à 1200 ou 1300 €, on ne peut pas dire qu'on est privilégié. Avoir un statut, c'est aussi la garantie pour les usagers d'avoir un vrai service public. Dans votre combat, il est d'intérêt général. Continuez à vous mobiliser. Nous allons, modestement et humblement, nous politiques, l'ensemble de la gauche, continuer à apporter des alternatives. Un véritable service public de l'énergie réunifié, voilà ce qu'il faut. Continuez, nous sommes à vos côtés. Et même lorsque nous sommes en plein Covid, même parce que nous sommes masqués, nous continuerons à lutter et à démasquer la politique d'Emmanuel Macron et des gouvernements et de l'Union européenne pour dire non, ça suffit, et que les usagers, avec vous, nous rejoignent pour construire ce service public et ne pas verser les dividendes aux actionnaires. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je suis la camarade de Monoprix. Je suis aussi consommatrice. Alors je suis très scandalisée par tout ce que je viens d'entendre, parce que moi j'ai remarqué il y a 2 ans maintenant que le prix de mon électricité a vachement augmenté. Et avec tout ce que vous êtes en train d'expliquer, je comprends que ça va être de plus en plus grave. Il faut savoir que nous, au sein de Monoprix, nous sommes des smicards, nous ne gagnons pas beaucoup. Et étant une entreprise privée, excusez-moi, étant une
une entreprise privée, c'est les actionnaires, c'est les PDG qui ont, on va dire, qui ont toute la part du marché. Comme les camarades l'ont dit tout à l'heure, pendant toute cette période, ils ont vu notre utilité au sein de la nation. Parce que nous n'avions au début pas de masque, pas de gel, rien du tout, pas de plexiglas. Nous venions travailler tous les jours, laissant nos familles dans le stress à la maison, en pointant les transports comme vous l'avez vu au début de la pandémie. Et qu'est-ce que l'enseigne a décidé de nous faire? Bah, rien du tout. Quand je dis rien du tout, avec tout le bénéfice qu'ils ont pu faire, toute la consommation que la France a réussi à faire, parce qu'on a mangé comme jamais, il faut le dire, on a fait nos courses comme jamais, ça a existé. Donc l'entreprise a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Le gouvernement avait encouragé juste une petite prime de 1 000 euros. 1 000 euros pour les 18 000 ou 17 000 salariés que nous sommes au sein du groupe Monoprix. Ils n'ont même pas eu le courage de nous en donner. Ils ont fait un calcul morbide. Mais quand vous travaillez chez Monoprix, ce n'est pas la belle vitrine que vous voyez, ce n'est pas les jolies propagandes que vous entendez, ce n'est pas le joli rouge à peu près comme le gilet que nous portons, mais c'est des vrais salaires de misère. C'est le fait que quand les élus que nous sommes, nous décidons de parler de nos mauvaises conditions de travail, quand nous décidons d'informer la clientèle que vous êtes, l'opinion publique, l'entreprise décide quoi? D'assumer ses propres salariés en justice. Je vous dis, en justice, il faut qu'on aille devant le juge pour se justifier du fait qu'on puisse dénoncer nos conditions de travail. Moi, j'ai jamais vu ça. Nulle part ailleurs dans le commerce. Et ce n'est ni à la première fois, parce qu'en plus d'avoir été accusé, d'avoir bloqué un magasin, quel est l'intérêt pour nous de bloquer l'entrée de notre propre enseigne? Nous, notre objectif, c'est de faire passer le message. Parce qu'il faut comprendre que, là, j'ai vu tout à l'heure le projet Hercule. Chez nous, c'est le projet Socrate. Ils ont ces drôles de noms, il faut dire. Que des philosophes apparemment. Je ne sais pas d'où ils le tiennent. Apparemment, ils ont la même tête. Et tous ces projets-là, ils nous mettent en place. On était 18 000 salariés en 2019. On est 16 000 aujourd'hui. Ils sont passés où les 2800 salariés? Ils sont au chômage. Et vous savez ce que l'entreprise fait? Elle ne s'est même pas gênée à nous mettre il y a quelques mois en chômage partiel. 84% payés par l'État. C'est qui l'État? C'est vous l'État. Parce qu'au-dessus de 1 300 euros, direct les impôts. Et c'est qui les impôts? C'est votre argent. Que l'entreprise profite pour nous mettre en chômage partiel afin de vous demander, vous les contribuables, de payer pendant que tout le monde continue à consommer. C'est-à-dire il y a de l'argent. Mais où va cet argent? Dans la poche des actionnaires. Comme pas longtemps, notre PDG, 650 000 euros le mec. Il ne s'est même pas gêné. Il ne nous en a pas donné, mais lui, il s'est octroyé une prime de 650 000 euros. Et quand nous voulons exprimer notre ras-le-bol, quand nous voulons dire que nous ne sommes pas du tout d'accord, parce que j'arrive pas à payer mon électricité comme il faut, vu que les prix vont augmenter, et vu que je suis une smicade, et souvent même beaucoup de femmes précaires, des mères isolées, qui travaillent dans le commerce, qui n'ont pas du tout le choix, qui doivent faire garder souvent leurs enfants, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Assignation en justice. Et on nous demande de payer des amendes. Monoprix nous a demandé de payer 9 000 euros d'amende. Il faut que je le paye en combien de fois? En plusieurs fois. Il faut que je prenne un crédit à la consommation peut-être pour rembourser. Parce que comment je vais le faire? Comment est-ce que je vais payer? Le dernier procès, le juge a décidé de ne pas nous faire payer les 8 000 euros. Mais il a décidé de nous condamner à la T700. 3 000 euros. Bon, il y a un peu de différence, mais je ne peux pas toujours payer les 3 000 euros. Donc nous avons décidé de faire appel au jugement qui a eu lieu le 26 novembre. Sachant que Monoprix ne s'était pas arrêté là, nous a réassigné encore pour le 5 janvier en justice. Qu'est-ce qu'il
ils cherchent. Quel est l'intérêt de nous faire assigner au lieu de nous appeler, au lieu d'entendre nos revendications, au lieu d'augmenter nos salaires, au lieu de changer nos conditions de travail. Les 2000 salariés qui sont partis, nous demandons, déjà quand on était en sous-effectif, nous en ont fait partie 2000. Donc là encore, certainement, il y aura encore des licenciements. Ils profitent, peut-être ils vont nous dégager bientôt. On continue à la justice, on sera menotté certainement un jour. Mais on ne comprend pas cette réaction. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire, on est totalement avec vous. Moi, je suis sidérée. Il y a des fois, nous ne dormons pas parce que nous n'arrivons pas à finir le mois. Avec 1200 € aujourd'hui, on ne peut rien faire. Rien du tout. Ils ont de l'argent, nous faisons des grosses marges, nous vendons ce qui est nécessaire et indispensable pour toute la population française. Donc, on n'a pas été impacté par la crise Covid-19. Le petit commerçant en face, oui. La petite vendeuse, oui, mais pas la grande distribution. Donc, pourquoi ils viennent nous raconter des bobards pour nous dire qu'ils ont été impactés? C'est faux. L'argent, il y en a eu. Qu'ils le redistribuent aux salariés que nous sommes, afin que nous puissions vivre confortablement, comme il devrait être, tout en restant dignes. Donc, pour vous dire aujourd'hui que nous sommes là, nous sommes très touchés parce que la plupart de nos camarades, c'est notre première. Nous sommes tout nouveaux dans tout ce bain. Et à se retrouver plusieurs fois devant la justice, psychologiquement, c'est stressant. On se demande, mais où va ce monde, où va la France, qui est un pays d'égalité, qui est un pays de droit? Comment laisser ces entreprises traiter les salariés comme ça? Nous ne comprenons pas du tout, mais nous sommes forts. Grâce à vous, parce que je crois en plus que nous avons choisi le bon syndicat. Donc, nous serons toujours là, nous combattrons toujours, nous ne lâcherons pas les bras. Et quand je vois tous ces visages-là, moi ça me donne encore la force, j'ai plus l'énergie et je sais que je suis dans le bon combat. Parce que le combat ça paye toujours, que ça soit à court ou à long terme. Donc je veux vous remercier pour votre présence et je veux vous dire encore merci beaucoup. Merci encore.